c'est la création d'un shunt dans une physiopathologie où le patient ou le nouveau-né est ductodépendant pour la perfusion pulmonaire. Si on a un petit peu de temps après, je vous parlerai de la ductodépendance pour la circulation systémique, mais là on va parler de la ductodépendance pour la circulation pulmonaire, c'est-à-dire qu'on est dans une anatomie où à la naissance, l'enfant n'a pas de flux vers les artères pulmonaires à travers le cœur, en particulier à travers le ventricule droit, et donc la perfusion pulmonaire dépend du canal artériel. C'est le cas, évidemment, comme vous le savez, dans les patients qui ont une atrésie de la voie d'éjection pulmonaire, en particulier donc les phallos sévères ou les atrésies pulmonaires à septum ouvert. Mais c'est valable dans un cas plus global d'hypoplasie ou d'atrésie de la voie droite en général. Par exemple, si vous avez une sténose pulmonaire critique, vous allez avoir un hypodébit pulmonaire. Si vous avez une hypoplasie tricuspide ou une atrésie tricuspide, en général on a une hypoplasie du ventricule droit et donc une hypoperfusion. Donc quand on a une hypoplasie ou une atrésie de la filière droite dans sa globalité, en général on n'a pas de perfusion pulmonaire suffisante et donc cette perfusion pulmonaire, elle dépend du canal artériel. Donc quand on a fait ce diagnostic, idéalement en période anténatale, on va accueillir l'enfant en cardiopédiatrie et bien évidemment le patient dès la naissance va être mis sous prostine, sous prostaglandine pour maintenir le canal artériel ouvert. Donc là vous avez un exemple, normalement ça marche, d'un canal artériel et donc on va d'emblée laisser le canal artériel ouvert en mettant de la prostine et ensuite on va définir avec l'équipe médico-chirurgicale de comment on va suppléer à ce canal artériel. Est-ce qu'on va faire un shunt? Maintenant on fait des bladder toxiques modifiés comme vous l'a dit François. Est-ce qu'on va stenter le canal ou est-ce qu'on va faire autre chose? Si on élargit un peu le spectre de la ductodépendance et qu'on l'applique à la physiologie du ventricule unique, peut-être qu'on reparlera de ça si c'est moi qui vous fais le ventricule unique. À la naissance, quand on a un ventricule unique ou une physiologie de ventricule unique et qu'on n'a pas de perfusion pulmonaire suffisante, on établit une stratégie donc de palliation. Et dans les années 50 et les années 60, c'est-à-dire avant qu'on fasse des longtemps, on mettait des larges shunts pour vasculariser les poumons parce qu'on voulait que les enfants soient aussi roses que possible. Donc on mettait des shunts systémico-pulmonaires qui étaient gros, on en mettait plusieurs et ça marchait très bien pour, je dirais, pour éviter la cyanose des patients. Le problème c'est que quand on met des shunts, et en particulier des shunts qui sont un peu larges, on induit très vite un hyperdébit pulmonaire. Et cet hyperdébit pulmonaire, bon bien sûr il va entraîner une surcharge pulmonaire, mais il va aussi entraîner une surcharge cardiaque. Et ce que vous pouvez voir, c'est que quand on faisait ça, certes les enfants étaient plus bleus, ils étaient roses, mais on avait très rapidement en fait des problèmes d'hypertension pulmonaire, des problèmes d'insuffisance cardiaque congestive, et en fait les patients mourraient d'insuffisance cardiaque, souvent à l'âge adulte par défaillance du ventricule systémique. Après, à partir du moment, en 1971, où on a créé le Fontan, on a changé cette stratégie, on a dit qu'il fallait vraiment éviter de mettre des shunts, parce que les shunts entraînaient des surcharges ventriculaires et des dysfonctions. Donc la stratégie qu'on a appliquée dans les années 70, c'était on mettait des shunts qui entraînaient, vous voyez, un hyperdébit pulmonaire et un hyperdébit cardiaque, donc une insuffisance cardiaque à haut débit, et ensuite on déchargeait le cœur en un temps, puisqu'on faisait des atriopulmonaires, c'est-à-dire des dérivations cavo-pulmonaires totales atriopulmonaires en un seul temps, et donc on le faisait plus tard, on le faisait assez tard dans la vie, on le faisait en général à l'adolescence. Et puis après, à partir des années 90, on a encore changé la stratégie parce qu'on était vraiment obsédé par cette idée qui est vraie que ces shunts systémico-pulmonaires entraînent des hyperdébits pulmonaires, entraînent des insuffisances cardiaques avec des dilatations ventriculaires très sévères. Et donc on a essayé on a commencé à faire ce qu'on appelle une stage palliation, ça veut dire qu'on a fait une dérivation cavo-pulmonaire en plusieurs étapes, c'est-à-dire partielle puis totale, ce qui a permis de mettre des petits shunts à la naissance, qui en général ont duré seulement quelques mois, puisqu'actuellement on fait des dérivations cavo-pulmonaires partielles à peu près à l'âge de 6 mois. Et donc
alors qu'avant on voulait que les enfants soient pas cyanosés, mais ils étaient en insuffisance cardiaque, le paradigme a changé et finalement on a dit que maintenant il fallait avoir des enfants qui étaient as blue as possible, comme on dit en anglais, pour limiter la surcharge ventriculaire, limiter le remodelage ventriculaire et avoir des patients qui après ont des ventricules uniques avec une bonne fonction systolique. Donc, je vous remets une diapo en français. Quand on fait un shunt systémico-pulmonaire, sur le plan physiologique, il faut essayer vraiment, bon ça Nadir va vous l'expliquer, mais dans la période post-opératoire et périopératoire, d'avoir un rapport des débits équilibré pour avoir une bonne oxygénation sanguine et une bonne oxygénation tissulaire et avoir un niveau de saturation artérielle en oxygène qui est suffisant, mais aussi avoir une bonne perfusion des organes à destinée systémique, des organes thoraco-abdominaux, en ayant une SVO2 qui est suffisamment haute, donc pour avoir un niveau à la fois d'oxygénation et de perfusion qui est optimal. Ça va permettre évidemment d'assurer la survie de l'enfant, ce qui est quand même l'objectif numéro 1. Et notre objectif principal doit être effectivement d'avoir un QPQS qui est relativement équilibré. Donc d'une part, bien sûr, pour assurer un niveau d'oxygénation tissulaire suffisante. Sinon, si le QPQS est très bas, l'enfant va être très bleu. Mais si le QPQS est élevé ou trop élevé, comme je vous l'ai dit en introduction, ça va entraîner une surcharge ventriculaire, une surcharge pulmonaire et ventriculaire qui est bien sûr à risque d'insuffisance cardiaque, mais ça peut également entraîner un vol et un hypodébit systémique et toutes les complications que Nadir va vous expliquer. Et dans le cadre global de la circulation univentriculaire et d'un shunt pour la préparation d'une dérivation cavo-pulmonaire, donc notre obsession, c'est qu'il y ait suffisamment de débit pulmonaire, donc qui est pour suffisamment de saturation, et que les artères pulmonaires grandissent, parce que c'est quand même aussi le flux pulmonaire qui promeut la croissance des artères pulmonaires, et on sait que pour un Fontan ou même pour un Fallot, il faut des bonnes artères pulmonaires pour avoir des bons résultats opératoires en termes de morbimortalité. Mais on ne veut pas qu'il y ait trop de débit pulmonaire parce que sinon il y a une dilatation ventriculaire, ça crée l'insuffisance cardiaque, ça crée des fuites valvulaires par dilatation de l'anneau, et ça va compromettre notre fonction ventriculaire à long terme. Donc, protéger les artères pulmonaires de l'hypertension pulmonaire ou de l'hyperdébit, mais promouvoir leur développement, éviter la surcharge ventriculaire et l'insuffisance cardiaque future, et donc assurer ce rapport QPQS, donc, qui est un équilibre, vous allez voir, notamment en périopératoire, qui peut être assez difficile à manager. C'est pour ça que faire des blalocs, finalement, c'est jamais anodin, et il y a une mortalité qui est réelle, parce que le management périopératoire, il n'est pas forcément très facile. Et puis après, derrière, nous, il faut qu'on suive les malades et qu'on s'assure que cet équilibre est respecté pour pour la suite du programme opératoire et pour la suite de la vie des patients. Donc, juste un mot de rappel pour vous dire que donc, les premiers blalocs, on appelait ça des blalocs Taussig du nom de Alfred Blalock et Hélène Taussig, qui étaient des médecins et chirurgiens américains qui avaient créé cette anastomose. Même si en fait c'était le perfusionniste qui s'appelait Thomas et qui était noir, qui avait plutôt techniquement développé la chose, mais bon, à cette époque-là, ils n'avaient pas vraiment droit au chapitre. Et donc les anciens Blalock Taussig, c'était une anastomose directe entre l'artère sous-clavière et l'artère pulmonaire. Donc ça, c'est les premiers Blalock Taussig qui ont été faits. Et je vous montre un exemple. Ça, c'est un exemple d'un patient qui a eu un Blalock il y a très longtemps et qui a grandi avec. Donc vous voyez, ça c'est le TABC, ça c'est la sous-clavière, elle est anastomosée directement ici dans l'artère pulmonaire. Et là vous voyez exactement la même image en IRM, c'est le même patient. On a fait ces shunts et on a arrêté de les faire pour des raisons claires, c'est qu'on n'arrivait pas à calibrer le débit qui passait à travers. Ça a entraîné des hyperdébits majeurs avec des dilatations du cœur, du TABC et des artères pulmonaires qui étaient très importants, et ça générait des hyperdébits importants avec des complications sur les pressions et les résistances vasculaires pulmonaires et des complications cardiaques, vous avez compris maintenant, et en plus ça entraînait des distorsions des branches pulmonaires, si bien que ça pouvait compromettre le bon résultat des chirurgies successives qui étaient des chirurgies notamment de dérivation cavo-pulmonaire. Donc maintenant, ce qu'on fait, donc ça François vous l'a expliqué,
c'est qu'on on interpose des tubes, en général qui sont des tubes en PTFE, qui ont des diamètres variables, il vous en a peut-être parlé, qu'on essaye de définir sur des abacs par rapport au gabarit des enfants. Donc en général, on met des tubes entre 3 et 4 mm, 3,5. Et on fait des tubes, la norme, c'est de mettre des tubes, en général, entre le tronc artériel brachio-céphalique ou l'artère sous-clavière et l'artère pulmonaire homolatérale. C'est-à-dire que quand on a des crosses à gauche, on a des TABC droits, et donc on fait des Blalock plutôt droits. Alors que quand c'est l'inverse, quand on a des crosses à droite et qu'on a un TABC à gauche, et bien en général on va faire des Blalock gauche. Et là je vous montre un exemple en échographie. Donc en échographie, on met la sonde ici, là en suprasternal, et on va faire donc, on va pouvoir, si on met en suprasternal et qu'on balaye à droite, on va pouvoir voir ce Blalock toxique droit ici, entre la naissance du TABC et l'artère pulmonaire droite. Et ça c'est un Blalock gauche, avec une crosse donc à droite et un TABC gauche. Et on va direct, donc ça c'est cette image-là, mais inversée, hein. C'est pas cette image-là, où on a vraiment une anastomose, vous voyez, entre le pied du TABC et l'artère pulmonaire gauche. Donc c'est assez facile à voir, notamment chez les petits. Alors pas forcément au début avec les pansements de sternaux, etc. Mais quand même, on arrive assez bien à le voir en post-opératoire ou dans la suite. Et donc, en écho 2D avec le Doppler couleur, on peut vraiment bien voir les anastomoses proximales, bien voir les anastomoses distales. Bon, il faut optimiser les réglages, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on arrive à bien analyser ça. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on va faire du Doppler continu dessus, qui va nous permettre d'analyser donc le pic de vélocité, et on va avoir cet aspect caractéristique donc qu'on appelle en toit d'usine inversé, qui montre qu'on a une perfusion systémico-pulmonaire qui est systolo-diastolique. Et c'est important de comprendre ça, parce que le fait qu'il y ait une perfusion notamment diastolique, ça va entraîner quand même un vol vasculaire vers la perfusion systémique, puisque tout ce qui est de côté. Et ça c'est très important parce que ça peut induire quand même un vol diastolique, et ce vol diastolique il peut avoir des retentissements en amont du Blalock, si vous voulez, sur la perfusion coronaire, puisque les coronaires elles sont vascularisées essentiellement en diastole, mais aussi sur la perfusion systémique. Et Nadir va vous expliquer qu'effectivement quand on a des hyperdébits, on va avoir des vols au niveau de la circulation systémique, et ça peut être marqué donc par de l'ischémie coronaire, et parfois par le décès du patient d'une ischémie coronaire, mais éventuellement par des hypoperfusions systémiques, notamment rénales, avec l'apparition d'insuffisance rénale, etc., etc. Donc ça, c'est important de comprendre ça, et notamment c'est important de comprendre aussi les différences qu'il peut y avoir quand on va faire des Norwood entre la perfusion systémico-pulmonaire par un Blalock et la perfusion systémico-pulmonaire par un Sano, parce que sur le plan physiologique et physiopathologique, les choses sont différentes. C'est pas juste un truc de chirurgien. Alors, si maintenant on veut essayer de faire une évaluation de l'hyperdébit pulmonaire ou de l'hypodébit pulmonaire en échographie de ce Blalock, donc ça c'est une vieille diapositive qui est très intéressante. On va étudier donc, je vous l'ai dit, donc le Blalock, on va voir s'il est bien perméable en Doppler couleur. On va rechercher des accélérations, notamment sur les anastomoses proximales et distales, qui va être marquée éventuellement par une augmentation du pic de vélocité. Et on va regarder le degré systémique et on va essayer d'évaluer le degré d'hyper-retour et donc d'hyperdébit pulmonaire, c'est-à-dire d'hyper-retour gauche au niveau des veines pulmonaires. Donc on va pouvoir regarder ça si on fait un Doppler pulsé dans l'aorte ischémique ou dans l'aorte thoracique descendante. Et on va faire la même chose que pour ceux qui sont cardiologues, on fait quand on veut évaluer l'insuffisance aortique. Quand on veut évaluer une insuffisance aortique, on va mesurer le flux Doppler dans l'aorte thoracique descendante ou dans l'aorte ischémique. On va avoir un flux antérograde, bon bien sûr en systole, l'aorte est perfusée du haut vers le bas, et on va voir ce qu'on appelle le backflow, c'est-à-dire le retour ici au niveau de l'aorte thoracique descendante, qui correspond, si vous voulez, au reflux qu'il y a dans l'aorte ascendante, qui correspond donc à la sévérité d'une insuffisance aortique ou à la sévérité du vol à travers un Blalock.
Et donc cette vitesse télédiastolique ischémique, elle va être un reflet du vol diastolique vers les artères pulmonaires dans le cadre d'un Blalock. Donc bon, je vous donne ces chiffres qui sont à mon avis plus des chiffres indicatifs que des cut-off. Donc les retenez pas pour des cut-off, mais en gros si on a une vitesse télédiastolique ischémique à 0,2, qui est l'équivalent d'une insuffisance aortique modérée, on peut considérer que le vol diastolique est modéré. C'est en général ce qu'on a quand on a un rapport des débits équilibré. Donc quand on a ça, on estime que c'est plutôt satisfaisant. Quand on a un vol télédiastolique avec une vitesse télédiastolique qui est très élevée, par exemple là supérieure à 0,4 mètres secondes, on peut considérer que ça peut être un signe d'un hyperdébit pulmonaire. Autre signe d'hyperdébit pulmonaire, ça va être l'analyse en Doppler du retour veineux pulmonaire. Donc si vous faites un Doppler dans les veines pulmonaires, et je vous rappelle que si vous faites du Doppler, il faut que vous soyez bien axé avec le flux, sinon vous allez mal mesurer. Si vous avez un aspect normal avec une onde S, une onde D, un retour à la ligne isoélectrique et une onde A, ça c'est un aspect normal avec une vitesse au niveau des veines pulmonaires qui est inférieure à 1 mètre seconde. Là, on peut considérer qu'on n'a probablement pas d'hyperdébit pulmonaire. Quand on a un flux qui est démodulé, c'est-à-dire qu'on n'a plus le S, le D et le A avec un retour à la ligne isoélectrique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de retour à la ligne isoélectrique, un flux démodulé à haute vélocité, par exemple supérieur à 1 mètre par seconde, ça, c'est un autre argument hémodynamique Doppler pour un aspect d'hyperdébit pulmonaire, donc en général quand on a des QPQS qui sont largement supérieurs à 1. Ça va donner aussi cet aspect d'hyperdébit, c'est-à-dire une dilatation ou un gonflement des cavités gauches, avec, si la fonction cardiaque est bonne, donc un aspect d'hypersystolie. Mais vraiment, je vous incite à intégrer le fait que toute l'analyse de ces paramètres échographiques, bidimensionnels, couleur et Doppler, ils doivent quand même s'intégrer dans une analyse qui est globale, c'est-à-dire que ce n'est pas un paramètre Doppler qui va tout vous expliquer. Il faut que vous regardiez votre malade. Est-ce qu'il a des signes d'hyperdébit pulmonaire? Est-ce qu'il est polypnéique? Est-ce qu'il a une radio qui est très chargée? Est-ce qu'il a des signes d'hypodébit pulmonaire? Sa saturation sera très basse, il aura des poumons qui sont noirs. Et on va voir effectivement quelle est sa diurèse horaire, quelle est sa perfusion tissulaire à travers la NIRS, etc. La fonction biologique, bon ça je pense que Nadir va vous l'expliquer. Parce que tous ces gradients Doppler, ils sont très intéressants, mais ils sont soumis quand même à des données multiparamétriques. C'est-à-dire que pour mesurer la vélocité à travers un Blalock, ça dépend de l'éjection du ventricule gauche, ça dépend de la pression artérielle systémique, de la pression artérielle pulmonaire, des résistances vasculaires, de la volémie. Et effectivement, le flux va être complètement différent si vous changez tous ces paramètres, et vous savez bien qu'en réanimation post-opératoire, tous ces paramètres ils peuvent changer très vite. Ça dépend aussi de la taille des artères pulmonaires, ça dépend également de la longueur et du tube. Ça veut dire notamment que vous connaissez ce qu'on appelle l'équation de Bernoulli. L'équation de Bernoulli, c'est ce qui permet de transformer la vitesse qu'on mesure en Doppler en gradient. Ça veut dire que si vous avez une vitesse de 3 mètres par seconde, sur la valve aortique par exemple, si vous avez une bicuspidie, si vous faites 4 fois la vitesse au carré, d'accord, ça fait 3 fois 3, 9, 9 fois 4, 36, vous allez dire le gradient est de 36 mm de mercure. On appelle ça l'équation de Bernoulli simplifiée. C'est comme ça que la machine va calculer les gradients, notamment surtout le gradient max. Mais quand on a une sténose à travers un long tube, comme un Blalock par exemple, on ne peut pas appliquer cette équation. Ça veut dire simplement que si vous connaissez la pression artérielle de votre patient après le Blalock et que vous mesurez le gradient, le pic de vélocité avec l'échographie, vous n'allez pas dire voilà, moi je connais la pression pulmonaire parce que je connais le gradient à travers le Blalock et la pression artérielle de mon malade. Ça, sur le plan physique et sur le plan physiopathologique, ça ne marche pas. Mais ça donne quand même une indication parce que le patient est son propre témoin. Ça veut dire que si vous avez une vitesse à 3 mètres, un malade qui est bien, qui a 80 de saturation, et 2 jours plus tard, vous ne comprenez pas parce que tout d'un coup il a 40 de saturation alors que vous avez mis la FiO2 à 100% et que la vitesse est passée de 3 mètres à 5 mètres, là il y a une différence significative qui veut probablement dire que le Blalock s'est bouché ou c'est partiellement bouché, et donc cette accélération elle se matérialise donc par
une accélération du flux, un hypodébit et une situation clinique qui est claire. Donc quand le patient est son propre témoin, ça va, mais faire de l'hémodynamique sur le Doppler du Blalock, c'est quelque chose qui est assez aléatoire. Voilà, et effectivement, donc c'est pareil, bon ça je pense que ça c'est plus l'affaire de Nadir et des réanimateurs, mais quand vous allez voir votre patient, quand vous allez monitorer son débit cardiaque par les ITV, évaluer sa SVO2 si vous avez un cathéter, mesurer sa saturation artérielle, vous savez que vous pouvez modifier tous ces paramètres en réanimation, et ça, bon ça les anesthésistes le savent bien, ça dépend de la température du patient, ça dépend de son degré d'adrénergie, ça dépend de son débit cardiaque, ça dépend de son hématocrite, etc., etc. Donc vraiment, le Blalock et la réanimation du Blalock, c'est vraiment la compréhension de tous ces mécanismes. Et je pense que c'est intéressant c'est indispensable pour les anesthésistes de savoir ça, mais c'est intéressant pour les cardiologues qui font de l'échographie en réanimation, et même les chirurgiens, ça leur fait pas de mal, je pense, de comprendre ça. Parce que c'est pas juste je mets la sonde et puis je vous dis tout, parce que un chiffre d'échographie va vous donner toute la réalité du malade. Donc on peut, je vous l'ai dit, voir quand même comment se comporte le Blalock, analyser son flux, vérifier qu'il n'y ait pas d'accélération au niveau des anastomoses. Ça on peut le faire en échographie, c'est pas très difficile. Si on voit mal ou qu'on a un doute, ben à ce moment-là on va demander un examen en imagerie de coupe en première intention. Parce que maintenant avec des scanners, ou des IRM, mais surtout les scanners, on a des très bonnes résolutions spatiales. Et donc, bon ça c'est des exemples d'IRM, mais j'aurais pu aussi vous mettre des scanners. On voit très bien les Blalock et on va être capable de voir si le Blalock est coudé, si le Blalock est sténosé à son anastomose, pour comprendre si jamais on n'avance pas, notamment en réanimation, sur un tableau d'hypodébit persistant. Ok, donc vraiment écho en première intention. Scanner IRM en deuxième intention, et puis en troisième intention, plutôt nous, on a cette approche-là pour la thérapeutique, on va faire un cathétérisme cardiaque, et le cathétérisme cardiaque, il va permettre de déboucher un Blalock, de stenter un Blalock qui est coudé, mais on le fait plutôt en deuxième intention comme procédure interventionnelle, moins que comme procédure diagnostique. Donc là, ça c'est l'essentiel du cours sur le Blalock. Donc je vous ai dit que François vous a dit aussi qu'on peut faire un stenting du canal artériel. Pour faire un stent, quand est-ce qu'on va faire un stenting du canal artériel? En général, nous, notre politique ici à Bordeaux, c'est de faire du stenting quand on a plutôt des cas de Blalock à risque. Et les cas de Blalock à risque, c'est clairement les patients de petit poids. Donc là, par exemple, c'était un exemple d'une atrésie pulmonaire à septum intact avec une hypoplasie du ventricule droit qui était donc ductodépendant, ça vous comprenez bien. Donc comme l'enfant ne faisait que 2 kg, on a décidé de lui stenter son Blalock. Et vous voyez comment on fait. Donc on est dans la aorte ici, on passe à travers le Blalock et on va mettre un stent ici. Ça c'était un cas qu'on avait fait. Et vous voyez qu'on voit parfaitement le stent. Vous avez la crosse aortique ici, vous avez le stent. Et donc le flux va de l'aorte vers les artères pulmonaires. Ce qui était intéressant, c'est que là, vous voyez la partie proximale sur l'aorte du canal n'était pas stentée, enfin n'était pas couvert par le stent. Et en fait, ce malade, c'est intéressant parce que, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, il allait bien, il avait 85 de SWOT, on était content, il est rentré chez lui. Et puis, à 3 mois de vie, sa mère nous a appelé en disant qu'il était tout bleu. Effectivement, il avait 60 de saturation et on a regardé donc la vélocité à travers le pic de vélocité à travers le canal. Et on était passé de 3,5 à 5 mètres avec une chute de saturation contemporaine. Et donc là, on s'est dit, tiens, le Blalock est en train de se boucher. Et donc, on lui a fait un cathé à cet enfant. Et en fait, il ne s'était pas bouché, mais il y avait une constriction ici de la partie proximale qui n'avait pas été stentée. Et donc, on l'a mis au cathé, on lui a mis un autre stent. Et vous voyez maintenant, il y a un deuxième stent qui déborde un petit peu sur l'aorte et donc qui protège le patient d'une constriction du canal artériel. Ok ? Il y a d'autres alternatives, donc François vous en a parlé. Par exemple, si on a un phallo et qu'on a une voie antérograde qui n'est pas bouchée, on peut discuter de mettre un stent dans l'infundibulum. C'est intéressant parce que ou de faire une ouverture VDAP. Si on fait une ouverture VDAP chirurgicale, il faut faire une CEC.
si l'enfant il fait 1 kg ou 1,5 kg si c'est un préma, faire la CEC, bon, c'est un peu plus risqué. Donc on peut avoir des approches de cathétérisme interventionnel pour stenter, ce qui permet de faire des mais quand même on peut être limité, notamment par les abords vasculaires si on a un gamin d'1,5 kg ou moins. On est potentiellement limité aussi par la taille des stents qu'on peut mettre chez ces petits patients. Donc là aussi, on le fait plutôt en deuxième intention chez des patients à risque. Ça, c'était un patient prématuré qui faisait 1,8 kg, donc qui avait une tétralogie de Fallot. Bon, ça, c'est le truc vraiment classique. Comme il faisait 1,8 kg et qu'il était préma, on s'est dit, bon, on va essayer d'éviter de faire une CEC et on va essayer d'éviter de faire un Blaloc parce qu'il avait des toutes petites artères pulmonaires et qu'il était très fragile. On sait que le poids, c'est un facteur de risque de mortalité dans le Blaloc. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une voie, on a décidé qu'on allait lui stenter l'infundibulum, mais comme il était très petit, on a fait une voie hybride, c'est-à-dire qu'on l'a fait à travers une sternotomie, on a ouvert le sternum et on a passé le cathéter, au lieu de le passer dans la jambe, directement dans le cœur. C'est ce qu'on fait aussi pour quand on fait des hybrides, pour les Norwood. Et donc vous voyez qu'on pique directement dans le cœur avec une aiguille en faisant une sterno. Et vous voyez ici, vous allez voir, donc là on voit ici qu'il y a une sténose infundibulaire, il a des toutes petites branches pulmonaires, j'espère que vous voyez. Et donc là on lui a mis un stent. Et vous voyez que là on a rétabli le débit, vous voyez que la perfusion pulmonaire elle est nettement meilleure qu'avant. Et on voit bien un flux systolo-diastolique finalement, puisque il y a aussi une insuffisance pulmonaire, si je puis dire. Et donc ça a permis à ce patient, si vous voulez, de grandir avant de lui faire une correction complète, bien sûr, où on va enlever le stent et on va faire une ouverture VDAP. Si on a une sténose valvulaire pulmonaire, comme notamment dans les atrésies pulmonaires à septum intact, bien sûr, on va en première intention faire une dilatation de la valve pulmonaire ou une perforation de la valve pulmonaire avec un système de radiofréquence. D'accord? Donc ça, c'est relativement facile à comprendre et c'est relativement facile à faire. Si ce n'est que quand même, quand on fait des perforations de valve pulmonaire, on a quand même des complications. Des fois, on perfore le cœur au lieu de perforer la valve. Donc on peut avoir des tamponnades, etc. Donc on travaille avec des cathéters qui sont des cathéters d'adultes, puisque c'est des cathéters qu'on utilise la même taille pour les adultes. Donc on doit naviguer dans des tout petits ventricules droits. Et techniquement, c'est pas toujours hyper facile vraiment d'être pile en face de la valve pulmonaire. Donc là, vous voyez ici, on voit qu'il y a un micro-passage, c'est quasiment bouché. Des fois, on fait des perforations. Ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on fait des super perforations d'atrésie pulmonaire à septum intact, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de complications. 17 à 25% dans cette série-là, perforation du TAP, tamponnade. Donc il faut quand même savoir manager ces patients, avoir l'aide des chirurgiens et des anesthésistes éventuellement. Parfois on fait des belles perforations, mais le ventricule est trop rigide, ou alors il n'est pas assez développé, et on va devoir faire je crois que c'est marqué après, non, on va devoir faire donc un Blaloc en plus de la perforation, le temps que le cœur grandisse, le temps que le ventricule droit se développe et que notamment la compliance du ventricule droit soit meilleure pour assurer un débit de perfusion antérograde qui soit compatible avec la vie. Donc dans un certain nombre de cas, on fait la perforation et après on fera un Blaloc, et si tout va bien quelques mois plus tard, on va boucher le Blaloc en mettant un plug à l'intérieur. Donc vous voyez, tout ça est complémentaire. Il faut qu'on puisse gérer les complications. Ça par exemple, c'était un patient qui avait un VU avec sténose pulmonaire, donc qui était ductodépendant. On lui avait fait un Blaloc, donc vous voyez, donc ça c'est un ventricule à double entrée, ça c'est quelque chose de classique. Hypodébit pulmonaire, donc Blaloc. On lui met un 3,5 par sternotomie, tout va bien. Il va en réanimation, suite simple. Et à J15, on lui enlève la voie centrale parce qu'on veut le faire remonter pour qu'il rentre chez lui. Et tout d'un coup, il désature brutalement. On n'entend plus le Blaloc, on ne le voit plus à l'écho, donc a priori, il s'est bouché. Ça, c'est un cas clinique vrai, puisque c'est un cas clinique qu'on a eu dans le service. Et donc, on se demande s'il n'a pas eu un embole
sur un petit caillot qu'il y avait sur la voie centrale qui a pu migrer. Et donc on fait des procédures médicales, donc aspirine IV, ébolus héparine IV, optimisation, remplissage, bon tout ça Nadia va vous l'expliquer. Et il n'y avait pas d'effet, donc on le met au cathé, on injecte, et vous voyez au cathé que le blaloc est bouché, il y a un thrombus, probablement qui a migré de la voie veineuse vers le système artériel et qui s'est mis dans le blaloc. Bon, il aurait pu se mettre dans le cerveau aussi. Et donc ce qu'on va faire, on va faire comme quand on a une thrombose coronaire, hein, on va passer un petit guide coronaire au milieu, et on va venir stenter ce canal artériel. Vous voyez, donc là, hop, on monte un stent qui est en fait un stent coronaire, hein, c'est la même chose qu'on utilise pour les coronaires. Et vous voyez, on va mettre le stent, là on a complètement rétabli le flux, et on voit à nouveau, on voit très bien le flux en échographie à nouveau, et la distribution dans les deux branches pulmonaires. Ça marche ? Juste 2-3 diapos très rapides pour vous dire que parfois c'est la circulation systémique qui dépend du canal artériel, et ça c'est le cas dans l'hypoplasie du cœur gauche, d'accord ? Et donc à ce moment-là, il va falloir faire un rétablissement de la perfusion systémique, soit en faisant ce qu'on appelle une opération de Norwood, et donc en faisant une reconstruction de l'arche aortique, soit en faisant ce qu'on appelle une intervention hybride, c'est-à-dire qu'on va maintenir le canal artériel ouvert. Je vais vous montrer ça. Donc soit on fait une intervention de Norwood, c'est-à-dire qu'on reconstruit l'arche aortique, et bien sûr comme on utilise l'artère pulmonaire, on va faire une anastomose systémico-pulmonaire soit par un blaloc, soit par un tube de Sano, soit on laisse le canal artériel ouvert en mettant un stent à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle une intervention hybride. Et pour protéger les artères pulmonaires, on va faire un cerclage des artères pulmonaires. Et donc là, juste un exemple pour vous montrer un blaloc, ça vous l'avez déjà vu, et ça c'est un tube de Sano, où là, on n'a plus de perfusion systolo-diastolique des artères pulmonaires, mais uniquement systolique, avec un gros reflux diastolique, donc il y a beaucoup moins d'hyperdébit pulmonaire, c'est pour ça qu'on met des tubes qui sont beaucoup plus gros que les blalocs. Et vous voyez que là, le flux est complètement différent, on a un flux antérograde et un flux rétrograde qui revient dans le ventricule droit. Donc ce n'est pas la même physiologie, ce n'est pas le même type de tube, et souvent on a des débits pulmonaires qui sont moins importants. Quand on va faire un hybride, c'est pareil, on fait une approche hybride, on fait une sternotomie et on va mettre le stent de la même manière qu'on a mis dans l'infundibulum, sauf que là on va directement piquer le TAP. Vous voyez, on fait une petite sternotomie, on pique ici avec le cathéter, et on va mettre le stent, et cette fois le stent, il va assurer une perfusion de l'artère pulmonaire vers l'aorte thoracique descendante et aussi vers l'aorte thoracique ascendante avec une perfusion à rétro des carotides et des coronaires. D'accord ? Voilà, et ça c'est le cerclage des artères pulmonaires. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ?